Là, je rentre déjà dans la partie de traitement parce que quand on a déjà tous les risques qui sont cartographiés avec les priorités, on peut savoir maintenant par quoi commencer et qu'est-ce qu'il faut traiter en priorité, ainsi de suite. Et il y a aussi le processus d'amélioration continue. Donc, l'idée, en fait, c'est de dire, parce que dans beaucoup de cas, il y a ce concept dit, quand je commence à faire une analyse de risque, je veux identifier tous les risques possibles en même temps. Mais en vrai, c'est pas la bonne manière de penser parce que les risques, il y en a tellement que si on veut tout identifier en une fois, c'est pas évident, on va jamais finir une analyse de risque. Donc, c'est pour ça qu'il y a de l'amélioration continue et de dire un processus de gestion de risque, ça s'améliore, ça s'entretient. Donc, aujourd'hui, on va identifier un certain nombre de risques. Dans un an, on peut faire une revue, rajouter des risques. On peut trouver en fait des risques qu'on n'aurait peut-être même jamais imaginé. On peut s'inspirer de ce qui s'est passé au cours de l'année pour améliorer ce qu'on a mis en place. Donc, ce que je veux dire par là, c'est tout simplement ne nous stressons pas en disant que, bon, voilà, surtout sur des premiers runs d'analyse de risque, dit que, voilà, il faut forcément qu'on identifie, qu'on cartographie tous les risques au monde. C'est pas évident. Donc, il faut savoir qu'il y a de l'amélioration continue qui fait partie d'un principe de gestion de risque et qu'il faut bien en prendre en compte. Et ça facilite d'ailleurs la tâche parce qu'on sait qu'on identifie une dizaine de risques qu'on traite et on sait que dans un an ou dans 2 ans, ça dépend de votre politique, on va faire une revue de risques, on va pouvoir améliorer. Donc, c'est un principe aussi qui est important. Alors, donc, je pense que j'ai fait un peu le tour sur la partie risque, analyse de risque un peu dans la généralité. Donc, n'hésitez pas à laisser des questions si vous en avez. Et là, on va passer un peu sur la méthode en elle-même maintenant. Alors, donc là, on parle de IBIOS RM. IBIOS RM, il faut savoir que c'est en fait c'est en fait une méthode de gestion, d'analyse de risque plutôt. Donc, c'est une méthode d'analyse de risque. Donc, ça permet de prendre la main d'un analyste de risque étape par étape et de lui dire voilà ce qu'il faut faire, ensuite tu fais ça, ensuite. Ça a été mis en place par l'ANSSI qui est en fait l'ANSSI française, hein. C'est l'équivalent de l'ANSSI au Bénin. Donc, c'est l'entité qui se charge de la sécurité informatique, disons, au niveau national. Donc, c'est eux qui ont inventé la méthode. La première a été créée en 95 et il y a eu une version en 2010. Donc, en 2010, il y avait déjà une version qui s'appelait IBIOS et en 2018, il y a une dernière version d'IBIOS qui a été révisée qui s'appelle IBIOS RM. Donc, il y a quand même un historique. Alors qu'au début, je me rappelle au début, quand moi aussi j'ai commencé par m'intéresser à IBIOS, je n'arrivais pas, il y avait une certaine amalgame entre la 2010 et la RM, et de toute façon c'était en 2018, donc il n'y avait pas encore complètement cette transition-là entre la 2010 et puis la RM. Alors qu'il y a sur certains principes des choses qui sont pas les mêmes choses du tout, hein. Donc là, on est vraiment sur de la RM, donc faites attention quand vous aurez des documentations, vous assurez que vous êtes bien sûr la dernière version. De toute façon, elle est disponible sur le site de l'ANSSI France, hein, donc vous y allez, elle est totalement gratuite avec le guide des supports. En tout cas, la documentation est pas mal fournie. Et vous pourrez vous l'approprier comme à votre rythme. Donc, là, on va aller un peu dans le détail. Qu'est-ce que la méthode IBIOS propose? C'est tout simplement une démarche structurée en 5 ateliers. 5 ateliers qui va permettre de partir depuis l'identification de vos actifs jusqu'au traitement de vos risques. Alors, la première étape, c'est le cadrage et le socle de sécurité. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on va pouvoir identifier les fameux actifs informationnels dont nous avons parlé. Mais il faut savoir que IBIOS RM a sa propre thématique pour désigner des choses.
tout à l'heure, quand j'étais en train de parler un peu de la généralité, je parlais d'actifs informationnels et de valeurs métiers. Quand on est sur le référence, oui, la norme 27005 qui est un peu le principe, on va beaucoup parler d'actifs, on va beaucoup parler d'assets, mais en IBIOS, quand on vient dans la méthode IBIOS, ces actifs-là ont l'appellation de valeur métier. Donc, quand on parle de valeur métier, ça serait tous les biens, justement, de l'entreprise qui ont une certaine valeur et qu'on va devoir protéger parce que c'est ça qui fait le business, c'est ça qui fait l'activité, en fait, de la cible étudiée. Donc, au niveau du cadrage et du socle de sécurité, on va pouvoir faire toute cette identification de contexte par rapport à l'organisme, identifier justement ces fameuses valeurs métiers, identifier les supports. Donc, on parle de bien support. Donc, l'application qui va héberger la donnée, qui est une valeur métier, va être un bien support. Le réseau qui va permettre la communication ou bien l'échange justement de cette information sera un bien support et ainsi de suite. Il y a aussi une grosse partie par rapport aux réglementations, aux normes et aux réglementations dans cette partie où on va pouvoir étudier l'organisme est contraint à quelle réglementation, à quelle norme et ça serait quelque chose qu'on va prendre en compte déjà au niveau de cette première partie, cette première atelier. Ensuite, il y a la source de risque. Donc, on va partir sur l'identification, l'énumération de tout ce qui pourrait être source de risque dans les acteurs qui peuvent avoir un certain intérêt à attaquer la cible d'étude. Ben voilà, on va faire une identification par rapport à ça. On reviendra là-dessus dans le détail. Ensuite, on a les scénarios stratégiques. C'est tout simplement des énumérations un peu haut niveau où on va commencer déjà par identifier les scénarios de risque qui peuvent arriver. C'est déjà les premières briques pour identifier les risques. Ensuite, on aura les scénarios opérationnels qui sont un peu plus dans le détail. Donc, le scénario opérationnel viendra apporter concrètement des techniques, concrètement des failles qui seront exploitées justement par la source de risque ou les sources de risque qu'on aura identifiées. Et ensuite, on aura les mesures de traitement où c'est là qu'on va requalifier les risques qui ont été identifiés. On va pouvoir décider d'une manière de les traiter avec les différentes possibilités de traitement de risque qu'on a. Et donc, bien sûr, sortir avec le plan de traitement de risque. Bien sûr. Alors, je vais tout de suite embrayer sur l'illustration de la méthode. Il faut savoir que généralement, pour commencer, tu ne vais même pas dire généralement, en principe, pour commencer avec l'analyse de risque, il y a des échelles en fait à définir. Parce que ce sont ces échelles-là qui vont vous permettre en fait de faire votre qualification, vos différentes qualifications dans la suite. Généralement, on part sur des échelles à 4 niveaux. Donc, 1 étant le niveau mineur et puis 4 étant le niveau critique. Alors, pourquoi on ne va pas partir sur des échelles à 5 niveaux? Ça dépend vraiment de l'étude. Il y a vraiment des cas exceptionnels quand on est en train de vraiment étudier des organismes étatiques, des choses comme ça. On va rajouter peut-être un cinquième échelle, généralement par rapport à l'impact. Mais on va partir sur 4 échelles par défaut pour éviter d'être au milieu. Parce que parfois, c'est facile de se mettre au milieu et dire, bon, voilà, je ne sais pas trop si c'est grave, je ne sais pas trop si c'est pas grave. Donc, on se met au milieu. Alors que finalement, si on va se mettre au milieu pour toutes les qualifications, ça ne va pas forcément refléter des décisions arbitraires. Donc, ce qu'on préfère, c'est de rester sur 4 niveaux. Comme ça, on a déjà tout de suite le niveau de criticité de ce qu'on est en train d'étudier. Soit c'est dans les 2 niveaux plus bas où on sait que bon, voilà, c'est pas très, très critique. Soit on a une certaine considération, on se dit, voilà, c'est quand même quelque chose d'assez impactant, mais c'est pas forcément ce qui va nous faire déposer les clés, mais voilà, on reste à un niveau en dessous. Donc, ça facilite aussi l'analyse dans la suite. Donc,
On aura donc l'échelle de, pour revenir sur les échelles, on aura l'échelle DICT qui est quoi? La disponibilité, l'intégrité, la confidentialité, hein, la traçabilité aussi des données. Donc, on va être toujours sur notre fameuse échelle de 1 à 4. Donc, sur une échelle de 1 à 4, quel est le niveau de disponibilité de la valeur métier qu'on a identifiée? Sur une échelle de 1 à 4, quel sera le niveau de confidentialité, et ainsi de suite. Pareil, il faut établir une échelle d'impact. Donc là, on va généralement parler de 4 catégories d'impact. Les impacts opérationnels, financiers, d'image et juridiques. L'opérationnel, c'est tout ce qui est par rapport au déroulé technique ou métier de notre activité. Impact financier, c'est l'argent qu'on perd. L'impact image, c'est à notre réputation. Et l'impact juridique, c'est généralement avec la justice. On va pouvoir aussi qualifier ces différents impacts. On va définir aussi une échelle de probabilité. Donc, on va dire sur 1, ça ne va quasiment jamais arriver. Et puis 4, on est sûr que là, ça va forcément arriver. Et on va définir aussi une grille d'acceptabilité. Donc, cette grille-là, c'est pour ceux qui se sont déjà intéressés un peu à l'analyse de risque. Généralement, on voit une grille avec probabilité, impact, et puis il y a des cases qui sont jaunes, des cases qui sont vertes et des cases qui sont rouges. Voilà, c'est ça en gros la grille. Les cases qui sont vertes seront considérées comme des risques acceptables et les cases qui sont jaunes et rouges seront considérées comme des risques par rapport auxquels il faudra faire quelque chose. Donc, alors, le cas d'application, j'ai pris quelque chose de très simple parce qu'on va vraiment être dans la représentation. On va prendre une mairie qui utilise un outil de gestion pour délivrer des actes d'état civil en ligne, par exemple. C'est juste un exemple. Alors, comment concrètement on va le faire? Sur la partie cadrage et socle de sécurité, on va commencer par définir le périmètre d'étude à laquelle on va appliquer notre analyse. Donc, généralement, on va partir par les missions. Donc, dans le cadre de la mairie, sa mission, c'est quoi? C'est de délivrer des documents d'actes civils à la population. On va partir sur des biens, des valeurs métiers et des biens supports. Qu'est-ce qui lui permet, en fait, de réaliser plutôt cette mission-là? Un processus clé, c'est le processus de demande, par exemple, d'actes d'état civil en ligne. Voilà, donc, qu'on doit garantir. Qu'est-ce qui permet de faire ce processus-là? C'est, par exemple, l'application de gestion des demandes. Alors, moi, j'ai appelé ça DASCO. Ça peut être appelé comme vous voulez. Mais voilà, c'est juste vous dire, c'est un bien support. Ce n'est pas ce bien-là qu'on va pouvoir réaliser le processus de demande d'acte civil. On va identifier ensuite quoi? Les événements redoutés. Les événements redoutés, en fait, ce sont des événements qui vont arriver et qui vont pouvoir impacter la mission. Donc, ils vont pouvoir directement impacter le processus qu'on a identifié. Donc, ces événements-là sont généralement... Il y a une vue qui est faite par rapport aux événements redoutés, qui est une vue de l'entreprise, qui est différente de la vue de l'attaquant. Là, par exemple, en termes d'événements redoutés, on va parler d'incapacité de la mairie à délivrer des actes d'état civil. Ou par exemple, ou un autre événement redouté, c'est la fuite des données personnelles des citoyens. Vous allez voir qu'en fait, là, en termes d'événements redoutés, je n'ai pas dit un attaquant qui va venir mettre un ransomware, je n'ai pas parlé d'un attaquant qui viendra faire du phishing, non. L'événement redouté est vu du point de vue de l'entreprise. Qu'est-ce qui va se passer concrètement et qui va nous empêcher justement de réaliser notre mission. Ça, c'est l'événement redouté. Et une fois que l'événement redouté là, a été identifié, il y a une étude par rapport à l'impact que cet événement redouté là aura sur l'entreprise ou sur l'activité. Et c'est là où on a les fameux 4 types d'impact. Ça peut être de l'impact opérationnel, de l'impact financier. Par exemple, là, si éventuellement
on ne délivre pas des actes d'état civil, le premier impact déjà, c'est l'impact sur l'image. Parce qu'on va dire, cette mairie, quand on va là-bas, il n'y a jamais d'état civil, il n'y a jamais ce qu'on veut qu'on a. Ça fait 40 jours avant qu'on ne puisse... Voilà. Déjà, c'est l'image qui est atteinte, avant même qu'on ne puisse parler, en fait, probablement d'un impact opérationnel. Donc voilà, par rapport à ça, on revient en fait sur notre grille qu'on avait définie au début par rapport au niveau d'impact. Et on va dire, sur l'échelle d'impact de l'image, à quel niveau on peut positionner le niveau en fait de l'impact d'image. Donc ça peut être à 1, à 2, à 3, à 4. Donc là, typiquement dans le cas de la mairie, je ne l'ai pas noté, mais on peut être à un impact à 3 déjà par rapport à cette incapacité de délivrer des actes. Pourquoi on se met à 3 et pas à 4? Parce que c'est pas criard, c'est pas que la mairie a vendu nos données ou bien il y a quelque chose qui est arrivé et puis la mairie a de sérieux problèmes. Donc, il peut avoir pire que ça. Donc, mais c'est quand même pas des moindres. Donc là, on se met à une échelle plutôt 3 par exemple sur l'impact. Je ne l'ai pas noté, mais voilà, j'aurais dû noter. Mais voilà comment déjà on arrive à partir de la mission. Et vous allez voir que là, on est vraiment parti en fait de la mission, on est vraiment parti de l'activité de la mairie pour arriver à un événement et on a qualifié cet événement-là avec une échelle d'impact. Ça, c'est vraiment la première partie. En une deuxième partie, maintenant, on va essayer de faire quoi? De faire une étude par rapport au socle de sécurité. Le socle de sécurité, c'est la liste de tous les référentiels, les normes, tout ce qu'il y a comme juridique, tout ce qu'il y a comme normes. Bien sûr, on va rester sur le côté informatique, sur le plan cybersécurité d'ailleurs, qu'il faudra appliquer à l'organisme pour qu'il soit conforme. Donc là, par exemple, j'ai pris la politique de sécurité de l'État. Pour avoir une PSSIE que l'État a exigé, voilà, toutes les mairies doivent être conformes, compliant, je voulais dire, par rapport à cette politique-là. Voilà. Donc, on va reprendre la politique, identifier tous les points de non-conformité. Ça va constituer déjà un premier axe de traitement par rapport à la conformité de la mairie. C'est pour ça qu'on dit que la méthode IBIOS aussi traite la conformité. Et généralement, on parle beaucoup comment dire, d'approche par scénario, voilà, c'est ça. D'approche par scénario, mais il y a aussi l'approche par conformité qui est très bien traitée par la norme, mais c'est dans le premier atelier, avec le socle de sécurité. Voilà. Donc, voilà un peu sur le premier atelier, ce qu'on peut illustrer rapidement. Ce qu'il faut considérer, comme je vous l'ai dit, au début, ce n'est pas la peine d'identifier 20 000 événements redoutés ou bien vouloir identifier 20 000 valeurs métiers. Il faut partir sur le concret. Qu'est-ce qui est plus évident en fait? Donc là, pour une mairie, la délivrance d'état civil, c'est quelque chose d'évident. Donc, pareil, on va identifier pour chaque organisme des processus évidents. On va venir sur des événements redoutés. On va identifier des événements redoutés qui sont aussi évidents. Et comme ça nous permet d'aller vite dans notre analyse. Et là, à côté, j'ai mis quelques notes. Voilà, par exemple, je dis en termes d'identification de valeurs métiers, on identifie 5 à 10 valeurs métiers, c'est largement suffisant. Pas la peine de... même à 5 déjà, on est déjà en mode cardio. Donc, pas la peine d'aller forcément exploiter. Toujours aller vers l'essentiel, vers le plus percutant en un premier run. Et ensuite, dérouler la méthode. Alors, donc, on va passer donc, à la deuxième. Une fois qu'on a fait ce premier atelier, et ce que j'ai peut-être pas précisé, que je vais préciser rapidement, cet atelier, généralement, ça se fait avec aussi, ça peut se faire avec des métiers, avec la direction, parce que c'est eux qui pourront vous dire quelles sont les valeurs métiers déjà qui sont essentielles, quels sont les processus qui sont critiques
pour le business. Parce que en tant qu'informaticien, peut-être dans ton coin, tu penses que il faut peut-être prioriser telle chose, mais peut-être le métier ou la direction te dira non, non, c'est pas ça qui est prioritaire pour nous, c'est autre chose. Donc, il faut être sensible à ça pour pouvoir avoir l'avis justement de la direction ou du métier, en tout cas un référent qui va nous rassurer sur l'importance de ce qu'on choisit comme valeur métier, parce que toute l'analyse après va porter là-dessus. Donc, ça serait dommage qu'on parte sur des choses qui ne sont pas critiques. Donc, une fois que ça a été fait dans le premier atelier, dans la première étape, je vais peut-être même dire, la deuxième étape, ça consiste à faire quoi? À identifier les sources de risque. Ça, c'est généralement assez facile quand même, parce que source de risque, c'est quoi? C'est qui pourra porter atteinte à notre métier, à notre activité, ainsi de suite. Donc, et là, le contexte est très important parce que les sources de risque d'un État ne seront pas les mêmes sources de risque qu'un site e-commerce, ne seront pas les mêmes sources de risque qu'une boîte je sais pas, d'une mairie, d'une entité étatique, ainsi de suite, d'une entité publique, ainsi de suite. Donc, par rapport au contexte, par rapport à notre activité, on va pouvoir identifier des sources de risque. Donc, par exemple, pour la mairie, la source de risque, c'est le cybercriminel qui va pouvoir, qui aura pour objectif, justement, de paralyser le système et de demander une rançon. Donc, généralement, quand on identifie la source de risque, on va bien sûr identifier son objectif. Quel intérêt il a à nous attaquer. Donc, l'objectif visé est automatiquement identifié après. Là, par exemple, on a parlé de la demande d'une rançon ou récupérer des données et puis le vendre au marché noir. Ça peut être aussi un de ces objectifs. Et ensuite, on va essayer d'analyser 3 facteurs clés. Alors, déjà 2 facteurs pour rester dans le par défaut. Et le 3e facteur, c'est vraiment si on veut faire quelque chose d'assez pointu, d'assez poussé. C'est la motivation de la source de risque et ensuite les ressources dont dispose la source de risque pour effectuer pour atteindre ses objectifs. On peut être sur une source de risque, par exemple, qui n'a pas une motivation très élevée. On l'a identifié. C'est potentiel une source de risque qui va nous porter atteinte, mais on se rend compte que bon, c'est pas forcément. Il aura peu de motivation à le faire et encore peut-être qu'il aura peu de moyens pour pouvoir parvenir à ses objectifs. Donc ça permet déjà de faire une qualification en fait de ces sources de risque là. Et le 3e facteur, c'est l'activité. C'est est-ce que cette source de risque-là a déjà des activités pareilles, similaires à ce qu'on est en train d'analyser? Par exemple, est-ce qu'on a déjà entendu dans les mois, dans les années précédentes, des cybercriminels qui ont attaqué la mairie pour laquelle on est en train de faire cette analyse? S'ils ont déjà subi 1, 2, 3 cyberattaques, ça voudrait dire que l'activité est quand même assez fréquente. Donc, même des tentatives, même si ces tentatives n'ont pas été fructueuses, ils ont quand même subi. Donc, ils sont quand même, je vais dire, dans la ligne de mire de certains cybercriminels. Donc, l'activité peut aussi déterminer le facteur de sélection de la source de risque. Donc, une fois qu'on aurait fait ça, on va voir qu'on aura une liste de sources de risque avec des sources de risque qui sont plutôt pertinentes et d'autres qui ne sont pas forcément pertinentes parce que, bon, voilà, après étude, ils ne sont pas aussi pertinents que d'autres que le cybercriminel qui cherche vraiment activement à récupérer des données de la mairie et le vendre quelque part, par exemple. Donc là, une fois qu'on a fait ça, l'étape là, on est déjà plutôt pas mal. Ensuite, on va passer à l'étude des scénarios stratégiques. Alors, l'étude des scénarios stratégiques, c'est quelque chose qui... peut-être quelque chose que je n'ai pas mentionné dans la slide précédente, c'est que vous voyez là, à la fin de cette étape, on va essayer de matcher les sources de risque pertinentes qu'on a retenues aux objectifs, aux événements redoutés qu'on a identifiés dans la première phase. Donc, c'est juste pour montrer qu'à chaque phase, il y a un élément qui lie la phase dans laquelle nous sommes dans la phase précédente.
Donc ici, on va à la fin identifier associer, je vais dire, les sources de risque et les objectifs visés pertinentes qu'on a pu récupérer à des événements redoutés qu'on a déjà identifiés précédemment. Et là, sur l'étape des scénarios stratégiques, les scénarios stratégiques, c'est quoi? C'est déjà, en fait, un scénario au niveau de ce qui pourrait se passer et engendrer l'événement redouté qu'on a identifié plus haut. Alors, pour réussir en fait cette étape, la première chose, c'est de commencer par identifier ce qu'on appelle les parties prenantes. Les parties prenantes, ça serait donc l'écosystème, les éléments, les entités qui sont dans l'écosystème de la cible étudiée. Donc, par exemple, pour la mairie, pour notre mairie, on aura quoi? Les agents de la mairie qui vont être parties prenantes parce qu'ils sont quand même dans l'écosystème de la mairie. On aura des écoles, on aura des prestataires réseau, ainsi de suite, d'autres entités qui gravitent en fait un peu autour de la mairie. Donc, une fois qu'on a identifié ces parties prenantes, l'objectif sera de dire comment est-ce que une attaque peut passer par ces parties prenantes-là pour atteindre notre cible. Donc là, on va peut-être identifier le scénario qui dit que potentiellement un agent de la mairie pourrait être victime d'un phishing et une fois que cet agent-là a été compromis, on pourra accéder à la plateforme qui héberge l'application qui délivre les fameuses actes d'état civil. Donc, vous voyez que là, on a essayé de trouver un scénario qui passe par l'une des parties prenantes qu'on a identifiées. Voilà. Alors, il y a aussi un travail qu'on fait par rapport à cette partie, une étude qu'on fait par rapport à cette partie prenante pour déterminer un peu quelles sont les parties prenantes qui sont aussi pertinentes. Cette étude, c'est quoi? C'est quand on prend une partie prenante, par exemple, on va pouvoir identifier c'est quoi son niveau de pénétration dans le système d'information de la cible, c'est quoi son niveau de dépendance. Quand je parle de niveau de pénétration, c'est quoi? Est-ce qu'il a des droits d'admin? Est-ce qu'il a accès à des ressources critiques? Voilà. On va essayer de déterminer ce niveau-là. Quand on parle de niveau de dépendance, est-ce que sans lui, l'activité va pouvoir continuer ou pas? Parfois, on a des hébergeurs qui sont dans des data, qui hébergent des solutions dans des data centers. Ceux-là, par exemple, ils ont une forte dépendance parce que si jamais il n'y a pas de data centers et qu'il n'y a plus d'activité, il y a un certain niveau de dépendance par rapport à ces parties prenantes-là. Ensuite, on va identifier le niveau de maturité de ces parties prenantes-là. En termes de cybersécurité, est-ce qu'ils sont blindés? Est-ce qu'ils savent de quoi on parle en termes de cyber? Voilà, il faudra l'identifier. En termes de confiance aussi, est-ce qu'on a suffisamment confiance en ces parties prenantes-là? Oui, il y en a, voilà, ils hébergent nos systèmes, ils ont des accès admin, tout ça, mais on n'a pas du tout confiance en eux, donc on va pouvoir identifier ça. Et donc, le niveau de la qualification de ces parties prenantes-là se fait avec un petit calcul qui consiste à faire quoi? Le niveau de pénétration fois la dépendance divisé par la maturité fois la confiance. Donc, ça, c'est un petit calcul, mais c'est tout simplement pour prendre le niveau de la partie prenante. Donc, ça nous permet tout simplement de dire, parce qu'après il y en a qui sont de niveau 2, il y en a qui sont de niveau 1. Donc, ça nous permet en fait de déterminer quelles sont ces parties prenantes-là qui sont le plus proches, qui sont le plus sensibles par rapport à notre activité et qu'il faut absolument étudier parce qu'une attaque qui va passer par ces parties prenantes-là sera directement impactante pour nous. Et donc, c'est ce travail-là qu'on rapport aux résultats qu'on a, on sait par qui, comment les agents, la pénétration, ils ont peut-être des accès d'administration sur la plateforme de gestion et ils ont peut-être des accès par rapport à la plateforme de gestion des actes d'état civil. Ils ont un certain niveau de dépendance, ils sont à l'intérieur en fait de la mairie, donc si eux peut-être ils ne sont pas là, il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Leur maturité cyber, il faudra que je l'étudie. Dans mon cas,
typiques là, peut-être qu'il n'y a pas de sensibilisation qui est faite à ces agents-là, donc ils ne savent pas grand-chose de la cyber. Mais il y a une certaine confiance que j'ai en eux parce que ce sont eux quand même mes administrateurs, ce sont eux qui ont accès à ces plateformes, donc il y a une certaine confiance. Donc voilà, il y a cette étude-là qui va me permettre justement de pouvoir qualifier mes parties prenantes. Donc, moi, j'ai fait mon étude, c'est quand même des parties prenantes qui sont importantes pour moi. Donc, je fais un scénario dans ce sens-là. Et voilà, j'ai donc identifié ce scénario-là où éventuellement ils vont se faire compromettre et via eux, l'attaquant pourra avoir accès à l'application qui me permet donc de faire. Et donc, c'est ce que j'ai illustré un peu en bas là. Il y a la source de risque qui passe par la partie prenante et qui atteint le bien support et ensuite il crée l'événement redouté. Voilà. Ensuite, on va aller dans les scénarios opérationnels. Je vous rappelle que vraiment, je n'ai pas le temps d'aller dans trop de détails, donc je suis obligé de résumer vraiment les étapes. Mais l'idée, c'est que vous comprenez déjà comment ces différentes étapes s'imbriquent et à l'intérieur des étapes, quelles sont les choses clés qu'on en fait. Ensuite, sur la partie opérationnelle, ça vraiment, c'est l'atelier qu'on fait avec les pentesters, c'est l'atelier qu'on fait avec tous les éléments techniques qu'on a, parce que c'est là où on va se poser devant la table et on va dire, bon, on a identifié précédemment un scénario où un attaquant passe par du phishing et ensuite, il compromet la machine de l'administrateur et puis après, il a accès au serveur qui héberge l'application. Comment concrètement ça peut se faire? Et c'est là où on va aller dans le détail, on va voir les différentes étapes concrètes qui vont permettre la réalisation du scénario stratégique qu'on a identifié. Généralement, dans un scénario stratégique, on peut avoir plusieurs scénarios opérationnels. Donc, moi, j'ai donné un seul exemple, mais il peut en avoir plusieurs pour réaliser le scénario stratégique. Donc, un exemple, c'est quoi? C'est qu'on envoie une pièce, un email piégé, donc le phishing, le fameux lien et tout ce qu'on veut, avec la pièce jointe, par exemple, en copie, qui est bien sûr infectée. L'utilisateur, il va cliquer sur la pièce jointe, bien sûr, ça va vouloir regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Peut-être que malheureusement, il avait les droits admis sur sa machine, donc on réussit à installer un serveur, un logiciel, un cheval de Troie sur sa machine. Ce logiciel de Troie va extraire des accès qui sont potentiellement déjà sur sa machine. Avec ces accès-là, on va pouvoir non seulement se connecter au système d'information, on va faire une découverte de la plateforme, on va pouvoir identifier quel est le serveur ou l'application qui gère les actes d'état civil. Avec les accès qu'on a, là, je fais vraiment rapidement, hein, mais dans le détail, justement, quand on a des pentesters à côté, ils pourront nous dire exactement comment ça va se passer. Et encore mieux, sur quel serveur, parce que là, c'est un peu comme si on faisait en fait du white box. Hein. C'est un peu vraiment comme on faisait du white box, parce que là, on a tout. Et puis, exactement, on pourra savoir quelle faille il faut exploiter pour pouvoir justement arriver à ces fins-là. Donc, on va ensuite, à la découverte de plateforme, avoir accès à admin sur la plateforme, chiffrer les données, ou bien immobiliser le système, tout ce qu'on veut, ou bien faire de l'exfiltration, tout ce qu'on veut. Et voilà comment l'attaquant va atteindre ses objectifs, l'objectif visé qu'on avait identifié, bien sûr, qui était soit l'extraction, soit l'immobilisation du système, et puis demander sa petite rançon. Alors, une fois qu'on a fait ce travail-là, la chose qu'il faut faire en même temps, c'est de pouvoir identifier quelles sont les mesures qu'on a en face. Voilà. Donc, on a identifié que voilà, on va exploiter telle faille. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on a comme mesure en place? Là, par exemple, j'ai parlé de l'installation d'un cheval de Troie. Une mesure en place aurait été, par exemple, je sais pas, les utilisateurs ne sont pas admins de leur poste, où on a mis en place un antivirus ou un EDR qui est capable de détecter justement qu'il y a cette installation-là qui sont en place. Donc, si j'ai en fait cette mesure en place, ça voudrait dire que ça me permet en fait de diminuer la probabilité que je puisse réaliser ce scénario-là. Et c'est ça qui vous permet de qualifier une vraisemblance par rapport à votre
votre scénario opérationnel. Pour ne pas rentrer dans le détail, vous l'aurez compris, par rapport à ce chemin-là que j'ai identifié, on regarde quelles sont les mesures qui sont en place pour pouvoir éviter que voilà, l'attaquant passe par ce chemin-là. Et plus il y a des mesures en place, plus ça diminue la probabilité que ce scénario-là puisse se passer. Et bon, dans mon cas, j'ai fait simple, il n'y a aucune mesure, il n'y a rien du tout. Donc, la vraisemblance, directement, on est à 4. Parce qu'on est sûr qu'il n'y a aucune barrière, donc c'est open bar. Il va pouvoir le faire. Donc, c'est comme ça qu'on arrive. Donc, là, j'ai donné juste un exemple, mais autant de scénarios opérationnels qui vous viennent à l'esprit, vous le mettez en place et puis vous faites cette analyse-là pour énumérer donc les vraisemblances. Et comment on va pouvoir identifier le risque? Parce qu'à un moment donné, on a fait tout ce truc-là, tout ce travail-là. Il faut maintenant qu'on puisse qualifier nos différents risques. Alors ça, ce schéma-là va vous permettre peut-être de comprendre un peu plus comment on arrive au risque. Donc là, je suis passé vraiment par toutes les étapes. Donc là, vous allez comprendre que on est parti de quoi? On est parti d'un événement redouté qu'on a étudié en haut. Cet événement redouté, on l'a associé à une source de risque et un objectif visé. Avec cette source de risque et cet objectif visé, on a pu identifier un scénario stratégique en passant par une partie prenante de l'écosystème. Et ce scénario stratégique avec, qui dépend en fait de la partie prenante, on a pu identifier des scénarios, un ou plusieurs scénarios opérationnels qui sont associés en fait à ce scénario stratégique. Et ça nous a permis de pouvoir identifier un mode opératoire. Donc, concrètement, on a regardé par quoi il faut passer, sur quel serveur il faut passer. Donc, ça, c'est le scénario opérationnel avec son mode opératoire. Et c'est ça qui va nous permettre, en fait, d'aboutir au risque, concrètement. Donc là, juste pour illustrer, parce que là, je l'ai pris directement de la documentation de Libios qu'ils ont avec cet exemple de fuite d'informations, d'études de recherche d'une entreprise. Alors, eux, ils ont identifié quoi? Ils ont identifié le concurrent comme source de risque avec objectif visé de voler des informations. Ensuite, ils ont, ça c'est la formulation hein, de la source de risque et de l'objectif visé. Et ensuite, ils ont fait quoi? Ils ont fait la définition du scénario stratégique. Donc, le scénario stratégique, c'est quoi? C'est que le concurrent vole les travaux de recherche en créant un canal d'extraction de données. Donc, partie prenante, il passe par le... Voilà. Nuance aussi, c'est que la partie prenante, ça peut être aussi direct, hein. Ça peut être aussi des attaques directes. Donc, je passe pas forcément par un élément de l'écosystème, mais j'ai par exemple ce serveur-là qui était directement exposé sur Internet avec une grosse faille de sécurité. Ben là, je n'ai pas besoin de passer, faire du phishing. Donc, ça peut être une attaque directe. Donc, dans notre cas, notre scénario stratégique, c'est une attaque directe. On est passé par le système d'information de la R&D. Donc, sûrement, il y avait une grosse faille, c'était exposé sur Internet. Donc, on est passé. Et ensuite, on va définir un scénario opérationnel par rapport à ça. Donc, concrètement, comment on va pouvoir faire? Le scénario opérationnel ici, c'est quoi? C'est le concurrent qui vole des travaux de recherche en créant le canal d'exfiltration de données portant directement sur le système d'information de la R&D de l'entreprise. Voilà. Donc, par rapport, ça, c'est la formulation. Et le mode opératoire, c'est un peu, on rentre un peu dans le détail. Là, on va dire, ah, l'attaquant s'est introduit dans le système d'information, pas une attaque ciblée sur la messagerie du service des ressources humaines en piégeant le site du comité. Donc là, c'est vraiment du direct. Donc, c'est la messagerie qui était ouverte sur Internet. Il a vu une faille, il est rentré dedans, il a mis en fait des choses cachées dedans. Et puis voilà, il a pu avoir accès au système. Et étant donné qu'il y a absence de cloisonnement, une fois qu'il est dedans, il peut faire du mouvement latéral comme il veut. Enfin, il peut pivoter sur n'importe quelle machine et finalement arriver sur la machine qu'il veut. Et donc, ça nous permet en fait de pouvoir dégager un risque qu'on formule. Donc, le risque en fait ici,
c'est un concurrent qui vole des informations de R&D grâce à un canal d'infiltration. Ça, c'est un risque. Et ce risque aura une vraisemblance, donc une probabilité qui est la probabilité que le mode opératoire, ou si tu veux, le scénario opérationnel se réalise. La probabilité que ce scénario opérationnel se réalise sera automatiquement la probabilité du risque qui est dédiée. Et la gravité du risque sera automatiquement la gravité de l'événement redouté qui est associé, qui est associé au scénario qu'on est en train d'étudier. Pour que vous puissiez comprendre, c'est que là, on a trouvé un scénario opérationnel qui a découlé en fait de ce scénario stratégique. De la même manière, on peut avoir un autre scénario stratégique avec un autre scénario opérationnel ou plusieurs scénarios opérationnels. Et on va faire la même chose, définir la probabilité de chaque scénario opérationnel et ainsi de suite. Pouvoir formuler les risques à chaque fois. Alors, je vais passer. Donc, une fois que le risque a été identifié, donc là, tout est probablement clair, on va faire ce qu'on appelle une synthèse des risques initiaux. Donc, généralement, on va avoir une liste de risques qu'on a identifiés avec gravité et vraisemblance. On va pouvoir utiliser notre fameuse grille d'acceptabilité, donc mettre les risques dans cette grille-là en fonction de leur impact et de leur probabilité. Et on va voir quels sont les risques qui sont acceptables, quels sont les risques qui sont tolérables et quels sont les risques qui ne sont pas acceptables, qu'il faut forcément gérer. Et par rapport aux risques qui sont tolérables ou qui ne sont pas acceptables, on va tout de suite décider de comment on va pouvoir gérer ces risques-là. Généralement, on fait de la réduction de risque. Donc, il faudra trouver s'il n'y a pas d'antivirus, il faut installer un antivirus qui va permettre de réduire le risque. Soit il y a des risques qu'on va transférer parce qu'on va se dire ce risque-là, c'est trop lourd pour qu'on puisse gérer ça. On va transférer, donc on va faire de l'infogérance quelque part pour que ce risque-là soit pris en charge, soit surveillé par une autre entité, ou on décide tout simplement de dire, bon, voilà, c'est trop risqué, on n'a pas les moyens de gérer ce risque-là, on laisse tomber. Voilà. Donc, une fois qu'on aura décidé, en fait, du traitement, dans notre cas, par exemple, on décide de réduire un des risques, en termes de réduction, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Il y a différentes mesures de traitement qu'on peut faire. Soit c'est de la gouvernance, donc des politiques qu'on va mettre en place, des process et compagnie. Soit c'est de la protection, donc on va mettre en place des mesures de protection, donc la segmentation, MFA et compagnie. Soit c'est des mesures de défense, soit on va pouvoir dire, bon, on va surveiller en fait le périmètre et pouvoir réagir très rapidement au cas où il y a quelque chose qui se passe. Soit on va mettre en place des mesures de résilience. Donc on se dit, bon, de toute façon, ça va arriver, mais on va déjà se positionner quand ça va arriver là concrètement, comment on va faire pour réduire l'impact. Et au passage, si on veut savoir quelle est la possibilité de... Généralement, dans le traitement, on va réduire la probabilité du risque. Mais la résilience est l'un des facteurs qui permet de réduire l'impact en fait de ce risque. Parce que si le risque arrivait et puis bon, voilà, tout le monde, tous nos données vont se faire chiffrer et puis on va déposer les clés. Ben, si on a une posture de résilience, on a peut-être prévu des sauvegardes, on a peut-être prévu des bascules, des choses comme ça, et ça va nous permettre de pouvoir récupérer des données et vraiment réduire l'impact que l'attaque aura sur le système d'information. Donc ça, c'est les différentes mesures de traitement qu'on peut avoir suite à un risque qui a été identifié. Donc, une fois qu'on a identifié déjà les différentes mesures de traitement, bien sûr, on va les inscrire dans le plan de traitement de risque. Donc, on va dire par rapport à tel risque, voici ce qu'on a prévu faire. Et
on va faire aussi à la fin la synthèse des risques résiduels. Donc, les risques résiduels, c'est quoi? C'est les risques après l'identification et l'application des mesures de sécurité qu'on a identifiées. Dans notre cas, par exemple, on a dit, bon, on va mettre du MFA pour les connexions, on va mettre du sandboxing, de l'antivirus, de l'EDR, on va essayer de patcher, de mettre une politique même de patching et dire, voilà, on surveille quand il y a des mises à jour à faire, on va mettre la journalisation, on va mettre la sensibilisation. Donc, autant de traitements qu'on va mettre en place. Donc, si on estime que si on réussit à faire vraiment tout ça, c'est que la probabilité sera quand même vachement réduite. La probabilité que cet incident arrive sera vachement réduite. Donc, en termes de risque résiduel, on peut passer vraiment sur un risque assez minime. Donc, voilà comment on applique justement les différents niveaux, les différentes étapes, je veux dire plutôt, de la méthode IBIOS. Je pense que je suis arrivé à la fin de la démonstration de la méthode IBIOS. Et juste pour terminer, je voudrais quand même rappeler que, avant tout, la sécurité, c'est un mixte entre organisationnel, technique et humain. C'est même dans le plan de traitement, par exemple, quand on identifie des mesures, généralement, même ce que j'ai mis là, dans la partie traitement, la sensibilisation en fait partie. Et la sensibilisation, sensibiliser quelqu'un, c'est pas installer un outil technique, mais c'est juste en fait des politiques à mettre en place, c'est des rappels à mettre en place. Donc ça aussi, ça fait partie du job. Donc, le fait de dire que, bon, voilà, on a des risques, on va forcément chercher quelle solution technique automatiquement, penser juste aux techniques, c'est pas forcément le technique qui résout tout. Tu as beau mettre parfois des mesures techniques, si l'utilisateur il veut bypasser, il arrive quand même à cliquer sur le lien qui arrive quand même dans sa boîte. Donc, il y a tout cet aspect organisationnel aussi à tenir compte dans la mise en place d'une stratégie de cybersécurité. Bien sûr, il y a des éléments de conformité aussi qui sont à prendre en compte. Généralement, en fonction de la typologie de l'entité, elle peut être soumise à des réglementations, à des normes. Là, il n'a pas trop le choix. Il faut forcément qu'il le respecte. Et d'ailleurs, si justement c'est pas respecté, ça peut directement porter atteinte à ton activité parce qu'à un moment donné, on va te dire, bah voilà, t'es pas conforme, donc tu arrêtes ton activité. Et bien sûr, les technologies. Donc là, on va voir vraiment toute la puissance technique qu'il faudra mettre en place. Et bien sûr, l'audit. L'audit, ça permet en fait de faire justement cette revue-là et s'assurer à chaque fois qu'on est à jour, je vais dire, par rapport à l'état de l'art en cybersécurité. C'est pour ça que on dit souvent la sécurité, c'est un processus continu, c'est de l'amélioration continue. Et ça transparaît encore plus quand on fait d'analyse de risque. Parce que quand on a identifié un risque aujourd'hui, c'est pas fini. Et puis, bon, voilà, on a identifié déjà tous les risques et puis c'est bon, on va se coucher. Non, c'est que dans un an, probablement, il pourrait encore avoir d'autres risques. Même dans 6 mois, parfois, il y a encore des choses qui rentrent. Par exemple, il y a un nouveau projet qu'il faut encore refaire des analyses et s'assurer qu'on n'a pas un trou de sécurité quelque part qu'on est en train de laisser. Donc, c'est quelque chose qui vit. C'est quelque chose qu'on essaie de mettre à jour, qu'on essaie de suivre quand même le plus possible. Donc voilà, je pense que je suis à la fin de la présentation. L'implication de la direction est primordiale. Ça, c'est vrai qu'il fallait que je le rappelle. C'est comme je vous le disais au début. C'est qu'on ne peut pas faire d'analyse de risque sans qu'on ait l'implication de la direction. Parce qu'après tout, c'est eux qui vont nous dire par rapport à quoi on doit mettre par rapport à quoi on doit faire nos analyses. C'est eux qui vont identifier ces fameux processus critiques qui sont sensibles pour l'activité, pour qu'on puisse pour que le business puisse tourner. Donc, si la direction n'est pas capable de dire, voilà, notre priorité, c'est à tel niveau, on ne pourra pas faire grand-chose. Donc, c'est très, très important aussi l'implication de la direction, direction métier, direction, bref, tout ce qui est décidé.